Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec une grande émotion et un grand plaisir que les membres de l'Institut Confiance et moi-même vous accueillons avec notre partenaire, le journal Le Monde, pour participer activement à reconstruire la confiance. Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de faire part à une vingtaine de personnes en qui j'avais confiance. Ces personnes qui sont des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des universitaires, des jeunes, des étudiants, des syndicalistes, des journalistes. Je leur ai fait part du sentiment très profond qui m'animait concernant la nécessité de mettre en place, de mettre au centre des débats et des enjeux de société ce vaste sujet que constitue la question de la confiance dans la société et surtout de sa restauration. Alors, pourquoi ai-je nourri progressivement ce sentiment d'une urgente nécessité de s'intéresser activement au problème de la confiance ? En fait, pour 2 raisons. La première est d'ordre professionnel. Il se trouve qu'au cours des 10 dernières années, après avoir une première vie professionnelle de créateur et de chef d'entreprise, j'ai eu l'occasion de développer une activité de conseil et en management public, et plus précisément en conduite et accompagnement au changement dans le cadre des grandes réformes publiques. Ce qui m'a amené pendant une dizaine d'années à travailler très étroitement avec bon nombre de ministères, des cabinets ministériels jusqu'au terrain, en passant par l'ensemble des niveaux hiérarchiques ainsi que des partenaires sociaux, des organisations syndicales. Et cette expérience m'a beaucoup frappé, en particulier parce que j'ai pu constater que, quels que soient les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, régnait au plus haut niveau de l'État, entre l'échelon politique et la haute fonction publique, c'est-à-dire entre les ministres, leurs cabinets, et les hauts fonctionnaires qui se situent au niveau de l'administration, régnait très très souvent une très profonde défiance, quand ce n'est pas une animosité, un mépris ou d'autres sentiments, en tous les cas peu bienveillants, et certainement pas des sentiments de confiance. Et ce sentiment-là, il existe de l'échelon politique vis-à-vis de son administration et réciproquement. Et moi qui étais amené, comme d'autres, certains d'ailleurs ici présents, à accompagner ces réformes publiques, je me suis toujours dit, mais comment peut-on réussir une réforme, quelle qu'elle soit, qui, in fine, a vocation à avoir un impact sur le citoyen, les entreprises, ou tout au moins la société civile dans son ensemble, si déjà à la tête, ceux qui impulsent ces réformes ne se font déjà pas confiance entre eux. Ce sentiment de défiance va forcément diffuser tout au long des hiérarchies, si je puis dire, jusqu'aux citoyens ou aux entreprises au final. Donc ça, c'est cette première expérience professionnelle qui m'a donné ce sentiment très fort. La deuxième source de motivation pour finalement engager ce grand travail avec d'autres, et avec vous, je l'espère aussi, eh bien, elle est d'ordre personnel, parce qu'en fait, comme vous sans doute, je n'ai pu que constater depuis un certain nombre d'années qu'on ne pouvait pas allumer sa télévision le soir ou lire un journal le matin ou l'après-midi, n'est-ce pas, sans tomber sur des informations qui vous glacent, qui vous donnent froid dans le dos, si je puis dire, et qui témoignent d'une défiance de tous vis-à-vis de tous. Le lundi, vous apprenez qu'il y a l'affaire du Mediator qui vient de sortir. Le lendemain, c'est l'affaire des prothèses d'implant mammaire. Le surlendemain, c'est la question de la viande de cheval. Après ça, vous apprenez qu'un ministre a l'excellente idée d'avoir un compte ouvert avoir un compte en banque à Singapour. Bref, il ne se passe pas une journée sans qu'on se demande, mais en qui peut-on encore avoir confiance dans cette société ? Et ce sentiment de défiance qui vise bien souvent les élites, comme on dit, que ce soit des élites politiques ou économiques, ou médiatiques aussi d'ailleurs, eh bien, je me suis dit, mais jusqu'où va-t-on pouvoir aller comme cela, avant que ça n'éclate, effectivement. Et quand on a vu que dans certains pays, pas si loin de la France, eh bien, ce type de mouvement de protestation se développait jusqu'à créer, par exemple, les révolutions du printemps arabe, eh bien, on se dit que finalement, ce type de problématique pourrait nous toucher aussi. Et en France, quand on fait des révolutions, quand on en arrive là, on sait faire. On l'a déjà démontré dans le passé à quelques reprises. Et quand ce ne sont pas des révolutions violentes, ça peut être parfois même encore plus insidieux. Quand on voit ce qui se passe actuellement en Hongrie avec un chef d'État qui a été tout à fait démocratiquement élu, Orban,
et qui en fait est un extrémiste, raciste, etc., eh bien on s'est dit que c'est aussi dangereux lorsque c'est insidieux que lorsque c'est exprimé, clairement. Alors, parmi nos premiers membres, lorsque j'ai donc mobilisé et évoqué ce que je viens de vous dire avec un certain nombre de personnes, une vingtaine de personnes au départ, eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec nous un certain nombre de ces premiers membres qui ont commencé à s'engager il y a 2 ans au sein de l'Institut Confiance. Je vais en citer quelques-uns et excusez-moi, enfin, je m'excuse d'avance pour ceux que je n'aurais pas cités. Christian Lujan, Roland Gory, Annie Roman, Nicolas Gaudron, au premier rang, Christophe Coppen, Gérard Aschieri, Monique Rousselin, Michel Blais, Hervé Lenné, Pierre Lery, Michel Lavial, Jean-Luc Mathieu, Guy Kaufmann, Thierry Boiron, Alain Mouton-Liger, Maïté Merlot, Jean-Paul Carsanti, Daniel Neby, bref, Alain Bavelier. Tous étaient là dès le départ et un certain nombre d'entre eux sont ici présents et je suis sûr que vous les croiserez au cours de ces 2 journées, ou 3 journées pour ceux qui resteront le mercredi également. Alors, l'une de nos membres, Monique Lafont, se réjouissait d'être présente. Malheureusement, de graves problèmes de santé l'empêchent d'être présente. Et nous pensons tous fort à Monique. Et j'encourage chacun et chacune d'entre vous, d'entre ceux ici présents qui connaissent Monique, de ne pas hésiter à lui adresser un petit message de soutien et pour qu'elle garde bien courage. Est également présent, ou sera également présent dans quelques instants, je ne le vois pas pour l'instant dans la salle, Émile Poulat, qui est le président d'honneur de l'Institut Confiance et que je remercie tout particulièrement. Émile est à la fois un grand ami, une source d'inspiration pour nous tous. Émile Poulat est l'un des plus éminents sociologues et historiens des religions, plus particulièrement, que la France connaisse. C'est un homme tout à fait remarquable et qui nous a accordé sa confiance et qui s'est passionné pour ce projet et qui est une énorme source d'inspiration pour nous. Et on lui doit beaucoup. Et en dépit de son âge, il a quand même 93 ans, ce cher Émile. Émile fait preuve encore d'une fraîcheur d'esprit, d'une finesse d'analyse, d'une hauteur de vue tout à fait exceptionnelle, associée à un bon sens et à une simplicité particulièrement rare. Donc, qui aurait cru, il y a 2 ans, que nous serions aujourd'hui, en principe, au cours de ces 2 jours, à peu près 300, à partager le fruit de nos travaux, d'une part, et surtout à nous projeter dans l'avenir et afin d'agir aussi concrètement que possible sur ce ressort qu'est la confiance et sur ses corollaires que sont la défiance ou la méfiance dans la société. Qui aurait pu croire que plusieurs territoires aussi riches, intéressants et divers que peuvent l'être le territoire de Niort, représenté par sa députée maire et présidente de la communauté d'agglomération Geneviève Gaillard, que je salue et que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Qui aurait cru que Grenoble, alors je ne sais pas si nos amis grenoblois sont déjà arrivés, hein, non, ils ne sont peut-être pas encore là, mais ils ne sauraient tarder, là ils sont sortis du TGV, qui les amène ici. Qui aurait pu croire que donc la ville de Grenoble, sous l'égide de son député maire, qui est Michel Destaut, qui sera avec nous demain après-midi, s'engagerait à nos côtés également. Qui aurait pu croire que la ville de Toulouse et sa communauté urbaine, Toulouse Métropole, sous l'égide de son maire et président de la communauté, de Toulouse Métropole, qui est Pierre Cohen, s'engagerait également à nos côtés. Il sera également présent demain après-midi pour nous expliquer, nous faire part de ses réflexions, ils nous feront part de leurs réflexions quant à l'enjeu que constitue pour des élus, pour des maires de grandes villes, cet enjeu que constitue la confiance. Qui aurait cru que de grandes entreprises, aussi diverses que peuvent l'être la Massif, dans l'assurance, ou BASF dans la chimie, et je salue Olivier Hommol, qui sera à la tribune tout de suite, qui est le président de BASF France et le président de la Société chimique de France. Je sais que le nom a changé, je me trompe souvent. Eh bien, accepteraient, eux aussi, d'engager leur entreprise dans une telle démarche. Qui aurait cru qu'une association comme la FEV, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent la FEV, c'est une association tout à fait intéressante qui mobilise 8000 bénévoles à peu près par an, qui sont des étudiants qui se rendent au domicile des enfants en difficulté scolaire dans des zones urbaines sensibles pour les aider à justement regagner confiance en eux. Eh bien, qui aurait cru que la FEV s'associerait également et s'engagerait avec nous dans cette démarche sous l'égide de son délégué général, Thibault Renaudin, qui sera également avec nous au cours de ces journées. Qui aurait cru qu'une institution comme l'ENSP, l'École nationale supérieure de la police,
qui dépend donc, comme vous pouvez l'imaginer, du ministère de l'Intérieur, eh bien, s'engagerait avec ces 8000 étudiants, s'engagerait à nos côtés en mobilisant un certain nombre de ces cadres très engagés dans notre démarche, comme peuvent l'être Dominique Lambert, Didier Rosselin, Éric Gilles, avec le soutien de leur directrice, Hélène Martini. Pour revenir, je m'excuse parce que je vois notre ami Philippe Payot à Niort, j'ai oublié de préciser, je le regrette, le fait qu'il y a les collectivités, il y a un certain nombre d'entreprises, mais aussi au niveau de l'État, puisque je parlais à l'instant du ministère de l'Intérieur, le préfet du département des Deux-Sèvres, Pierre Lambert, et son chargé de mission à ses côtés, Philippe Payot, qui est ici présent, ont constitué un énorme soutien pour que cette démarche puisse effectivement s'initier. Et je les remercie tout particulièrement d'avoir fait preuve de cette dynamique en la matière. Enfin, qui aurait cru qu'un grand média, comme le journal Le Monde, par l'intermédiaire notamment de son rédacteur en chef Didier Pourquerie, eh bien, entrerait dans un partenariat avec nous pour porter également haut et fort cet enjeu que constitue la confiance. Donc nous remercions tous particulièrement le journal Le Monde, et Michel Noblecourt, un de ces grands journalistes, sera à la tribune dans quelques instants. Alors ce que nous allons partager ensemble au cours de ces journées, c'est à la fois une analyse des ressorts profonds qui sous-tendent la confiance, mais aussi donc la méfiance et la défiance dans la société. Et pour favoriser cette réflexion, eh bien, 7 tables rondes vous permettront de partager avec des intervenants d'horizons très divers les principaux ressorts qui nous semblent constituer la confiance. Mais cet événement, et c'est très important nous semble-t-il, n'est pas qu'un simple colloque entre guillemets, comme tant d'autres, dans lesquels finalement le public est souvent cantonné à un rôle relativement passif, mais intéressant bien sûr, qui consiste à écouter des idées, aussi intéressantes et profondes soient-elles, exprimées par d'autres personnes, par des personnalités qui sont reconnues dans leur domaine. Notre but, c'est aussi d'engager une véritable mobilisation nationale autour d'un enjeu central qui est cette restauration de la confiance. Et ceci, ce n'est pas simplement quelques huiles, si je puis utiliser ce terme, qui peuvent le faire, c'est toute la population qui doit s'y engager. Ce qui fait que nous allons vous proposer, et vous le savez, comme vous avez vu le programme, nous allons vous proposer au cours de ces 2 journées de participer à des ateliers concrets, que nous appelons des ateliers cas de confiance, qui vont vous permettre de mettre en pratique, de manière aussi fine que possible, et par petits groupes, tout petits groupes, un certain nombre des enjeux que vous aurez pu commencer à identifier au cours et à entendre évoquer au cours des tables rondes. Ce que nous allons enfin faire, c'est préparer ensemble le déploiement territorial d'1 semaine pour la confiance. Et ce déploiement territorial, il est prévu des 14 au 20 juin 2014 sur un certain nombre de territoires, à commencer par les territoires partenaires dont je vous ai parlé, Niort, Grenoble, Toulouse, mais espérons-le, d'autres territoires français vont nous rejoindre. Nous sommes déjà en discussion avec un certain nombre de territoires ou d'institutions publiques qui sont très intéressés par la démarche et qui progressivement devraient nous permettre de créer un véritable effet boule de neige pour que cet enjeu que constitue la confiance soit traité, développé, débattu, ancré dans une réalité un petit peu partout en France, voire au-delà. Et si nous sommes en mesure de faire tout cela aujourd'hui, si nous sommes ici tous réunis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu à l'Institut Confiance un formidable engagement individuel et collectif de ces bénévoles. Et je voudrais, à cet égard, tout particulièrement remercier les membres de l'équipe projet qui ont chacun consacré un temps considérable et une formidable énergie à l'organisation de cet événement qui, croyez-le, n'a pas été une mince affaire. Et je voudrais tout particulièrement remercier certains de nos membres, Karina Bouab, Ariane Cherel, Thierry Novarez, Sylvain Bitbol, et peut-être encore plus, même si tous ont été très concernés, Laurent Lamy, qui a passé un temps considérable à gérer notamment ces questions d'atelier cas de confiance, qui n'est pas une mince affaire là aussi. Et donc je les remercie en tous les cas tous pour leur énergie, leur intelligence et leur engagement. Alors, ces ressorts profonds de la confiance, de la méfiance et de la défiance, nous les avons synthétisés à l'Institut Confiance au travers d'une représentation visuelle que nous avons appelée l'arbre de confiance. Alors,
cet arbre de confiance, il est constitué, comme vous le voyez, de 7 pièces de puzzle qui constituent son feuillage et qui sont autant de ressorts fondamentaux qui nous semblent forger une société de confiance, une culture de confiance. Alors, chacun de ces ressorts qui constituent la confiance fait l'objet d'une table ronde entre aujourd'hui et demain. La première table ronde à laquelle vous allez assister dans quelques minutes, porte sur ou permet d'approfondir l'un de ces 7 enjeux, l'un de ces 7 ressorts qui est la cohérence, la lisibilité, le respect des règles du jeu, l'honnêteté, l'authenticité et la loyauté. Nous avons envoyé ici ce mot d'habitus, qui est un mot un petit peu savant, si je puis dire, qui était employé par Pierre Bourdieu, beaucoup, et qui signifie une disposition à agir d'une certaine manière. Il y a donc 7 habitus fondamentaux en matière de confiance, pour nous en tous les cas. Celui-ci est le premier. Le deuxième, c'est la notion de co-responsabilité, de coopération et d'émulation. Ça fera l'objet de la deuxième table ronde qui suivra juste après ce matin. Troisième habitus, troisième ressort de la confiance, c'est l'acceptation de l'incertitude, du risque et de la complexité. Vous verrez cela cet après-midi plus particulièrement. Ainsi que l'empathie, la bienveillance, la reconnaissance, l'acceptation de la différence. Ensuite, autre enjeu fondamental et qui est loin d'être forcément si évident dans notre belle société française, c'est l'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur. Je proposais à Émile de venir peut-être directement à la tribune. Oui. Bonjour mon cher Émile. Alors, donc le cinquième ressort fondamental, c'est l'indépendance de jugement face aux conflits d'intérêts et de valeurs. C'était le 6e, pardon. Et le dernier, c'est la notion de temporalité, la mise en perspective, la volonté de ne pas obérer le long terme par le court terme. Alors, Émile arrive pile au bon moment parce que j'allais justement m'approcher de lui pour lui demander, finalement, mon cher Émile, pour quelle raison la confiance vous a-t-elle semblé constituer un enjeu fondamental, ce que vous appelez une valeur primaire et originaire? Alors, je vais vous passer un micro. Bonjour, chers amis, merci d'être présents. On m'a posé la question. Je vous assure que quand j'ai dit... Plus près du micro. Plus près du micro. Voilà, comme ça, c'est très bien. Quand j'ai lancé à Pierre Vinicki, on ne bâtit rien sans la confiance, je n'imaginais absolument pas où ça allait nous entraîner, et en particulier dans les rencontres de ces jours. Je dois dire, vous savez que, je serai bref, je ne suis pas là pour occuper le terrain. Je dirais qu'il y a 3 sortes de confiance. C'est une notion complexe. Il y a d'abord la confiance dans l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire que quand je me réveille le matin, je sais que la Terre continue de tourner autour du Soleil et je sais que je tiendrai debout quand je me lèverai. Cette confiance est fondamentale. Et après, il y a la confiance en soi, qui est un énorme problème psychologique que je ne veux pas développer. Et il y a en troisième lieu la confiance entre soi, qui est peut-être la plus difficile, la confiance à autrui et avec autrui, qui est peut-être la plus difficile à instituer et à développer et à garantir. Je dirais que cette réflexion n'est tout de même pas suffisante parce qu'il me semble que quelque chose a changé de nature depuis 2 siècles. Je voudrais simplement rappeler que pendant plus d'un siècle, de 1790 à 1925, nous avons vécu dans le règne de la stabilité.
Par conséquent, nous avons vécu avec le franc de Germinal qui a été dévalué par Raymond Poincaré en 1925. Donc nous avons vécu dans le règne de la stabilité et désormais nous sommes entrés dans un règne de l'instabilité et c'est elle qu'il nous faut apprendre à gérer. Donc comment avoir confiance, comment faire confiance, ce n'est pas tout à fait pareil en période d'instabilité. Je dirais que c'est peut-être la question fondamentale à laquelle aura à répondre ce colloque de ces journées. Émile, peut-être juste une petite question. Est-ce que, entre ces différents ressorts de la confiance que nous avons identifiés, est-ce qu'il y en a un qui vous semble plus difficile, plus éloigné de notre culture que les autres? Entre justement ce que vous évoquiez, l'acceptation de l'incertitude, du risque et de la complexité, le droit à l'échec ou à l'erreur, est-ce que ça fait partie la capacité à coopérer? Est-ce que ce sont des dimensions culturelles qui sont bien présentes dans notre culture française? Je ne sais pas dans quelle mesure ça fait partie de la culture française, mais disons que nécessairement ça en fait partie, à un degré plus ou moins développé, selon les lieux, selon les personnes, selon les organisations. Mais enfin, c'est quelque chose en toute hypothèse qui s'apprend et qui se cultive. Très bien. Écoutez, Émile, je vous remercie pour ces premiers mots. Je vais proposer peut-être je vais vous proposer de rester à la tribune et je vais proposer à nos intervenants de la première table ronde de nous rejoindre. Alors, pendant qu'ils s'installent, je voudrais quand même dire deux choses. La première, c'est que organiser un colloque, comme je le disais, avec des tables rondes, c'est une chose. Mais dès lors que vous avez donc plus de 50 ateliers à la fois à organiser en même temps, c'est assez complexe. Donc Laurent Lamy a orchestré cela, je crois, de manière tout à fait formidable. Simplement, vous voyez, tout à l'heure, vous avez vu qu'un des ressorts de la confiance était l'incertitude, le risque et la complexité. Donc si certains d'entre vous et certaines d'entre vous si certaines et certains d'entre vous s'étaient inscrits à des ateliers cas de confiance dans lesquels finalement, in fine, vous étiez le seul à vous être inscrit, il est évident qu'on n'a pas pu vous laisser seul avec vous-même. Donc, vous aurez sans doute à peut-être vous ajuster à une réalité avec une petite forme d'anarchie, mais enfin qui fait là aussi partie de la confiance. Donc, je ne doute pas que tout se passera très très bien. Et simplement, pendant que nos amis de la première table ronde nous rejoignent, je vous propose je vais simplement vous mettre à l'écran un petit extrait de film que nous avons réalisé il y a quelques jours et qui est en fait l'interview, quelques extraits simplement, enfin un premier extrait d'un entretien que nous a accordé Bernard Cadot, qui est le président du réseau immobilier Orpi, qui est le premier groupe immobilier français. Je crois qu'il y a 1250 agences en France. Comme vous le savez peut-être, mais si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, un certain nombre d'enquêtes, notamment une de Marianne, du magazine Marianne, a révélé il y a quelques mois le fait que l'immobilier était le secteur économique qui suscitait le plus de défiance de la part des Français. Il est au plus bas, c'est le bonnet d'âne en matière de confiance. Les politiques nationaux ne sont pas très loin devant, de même que les médias d'ailleurs aussi. Mais l'immobilier, c'est vraiment ce qui est le plus bas. Donc Bernard Cadot a, je dois le dire avec courage et élégance, accepté de répondre à nos questions sur ce sujet-là. Et finalement, ce qui est ressorti, le premier thème, et c'est ce que je vais vous passer simplement en 2-3 minutes, eh bien, c'est ses propos par rapport à cette question qui va occuper la première table ronde, qui touche à la question de la cohérence entre paroles et actes. Se méfier de la caricature. Le volume des reçus.
idée selon laquelle telle profession ne serait composée que de gens malhonnêtes, menteurs, escrocs. On voit bien que cette idée, elle a des limites et que la réalité plus fort s'il vous plaît. Est subtile et nuancée que ça. Alors c'est vrai que dans la profession et l'exercice de la profession d'agent immobilier, il y a eu des abus par le passé et que c'est peut-être ça que l'on traîne. Plus fort si c'est possible. Ce que je peux vous dire, c'est que chez Orpi, dans la coopérative Orpi, puisque c'est une des choses importantes pour nous, bien, on fait la chasse à tous ces comportements-là. Nous avons notamment des élus nationaux qui traitent directement des conflits qui peuvent exister entre nos clients et les représentants de la coopérative, les agents immobiliers. Mais d'une manière plus générale, je ne vais pas rentrer dans ce type de détails, je crois que la confiance, elle se mérite et elle se construit et elle se conquiert par des preuves et par des actes. À partir du moment où l'agent immobilier Orpi aura la compétence nécessaire, aura le comportement requis vis-à-vis de son client, il n'y aura plus de problème de confiance. Et c'est un chantier qu'on remet en permanence en route parce que la confiance, elle n'est jamais définitive et elle se mérite au quotidien. La formation et au travers de la formation, la compétence, ce sont des enjeux absolument fondamentaux. Chez Orpi, on a voté le principe de la formation obligatoire. Il y a une loi qui est en discussion devant le Parlement aujourd'hui qui va changer la donne en matière de logement, la fameuse loi Allure. Un des volets que nous avons soutenu et que nous soutenons, c'est l'introduction d'une formation obligatoire pour tous les acteurs de la chaîne du métier, des métiers de l'immobilier. Donc on est vraiment en phase là-dessus. Le consommateur est un consommateur qui est exigeant par nature et il a raison d'être exigeant. Il est informé. À l'heure d'Internet, bien, on reçoit les uns et les autres un maximum d'informations sur tous les sujets. Il est absolument indispensable que le professionnel en face de lui ait le niveau de compétence requis pour apparaître aux yeux de notre client comme un interlocuteur incontournable. Et donc c'est par la formation et c'est par la formation continue. Est-ce qu'on admettrait par exemple qu'un médecin généraliste ne revoit pas ses fondamentaux et ses bases professionnelles alors que tout évolue autour de lui? L'agent immobilier, il a des sujets juridiques, fiscaux, sociaux, commerciaux, de comportement aussi à gérer. Bref, tout un tas de choses qui sont très techniques et qui requièrent de la compétence, donc de la formation. Et c'est de la formation continue que l'on fait chez Orpi. Il y a des instances au niveau de la profession, et demain dans la loi, il y aura encore un petit peu plus d'instances. Et chez nous, chez Orpi, on a déjà devancé cette chose-là, puisque nous avons le Conseil national de discipline et de médiation. Donc, dans sa terminologie, vous avez les deux fonctions. C'est la discipline, on règle les conflits, et on est dans la médiation avec les clients. Et si d'aventure, et je suis le premier demandeur de cette chose-là, si d'aventure une agence Orpi se comporte mal, il faut qu'elle soit sanctionnée. Parce que c'est l'ensemble de l'image de marque du réseau et de la coopérative qui peut être entachée. Et cette relation de confiance qui est si complexe et qui est si ténue à construire, eh bien, elle peut être gravement endommagée au travers de tel ou tel comportement. Et surtout, ce dont on n'a peut-être pas conscience quand on franchit soi-même la ligne, c'est le mal qu'on peut faire aux autres. Et en l'occurrence, dans une coopérative, cette notion-là et cette relation-là sont tout à fait prégnantes. L'échelle des sanctions, elle est variable en fonction, bien sûr, de ce qui a été commis, mais vous pouvez savoir que chez Orpi, c'est allé jusqu'à l'exclusion, c'est-à-dire que nous avons été amenés à exclure des agences qui avaient eu un comportement contraire à la déontologie, contraire aux valeurs de la coopérative, parce qu'il n'est pas question que, encore une fois, les 1250 points de vente du réseau Orpi se trouvent éclaboussés par le comportement d'un seul.